Après avoir passé 10 ans dans l'enfer du jeu, il a voyagé dans le temps, conservant toutes les capacités et l'expérience de combat qu'il a acquise, déterminé à se venger. Comment va-t-il y parvenir, et à quels obstacles sera-t-il confronté? C'est ce que nous allons découvrir dans notre histoire. L'histoire commence par une scène tragique d'une fille nommée Sue attachée à une chaise électrique, son corps tremblant de la gravité du choc alors qu'elle pensait que ce n'était qu'un jeu. Et tandis que Willen crie de son nom, impuissant à l'aider, elle lui dit, faiblement, qu'elle ne peut plus endurer. La jeune fille s'excuse avec tristesse. Il se convainquait que ce n'était qu'un jeu réaliste et qu'il en sortirait bientôt. Alors, il tend la main vers elle avec empressement, criant son refus de ce qui se passe. Mais une autre personne lui dit qu'il réalise que sa fin est arrivée. Il lui conseille sur la nécessité de survivre avant de mourir au milieu de ses cris d'agonie. Au fil du temps, il est forcé d'accepter la en réalité, continuant à supplier ses compagnons de ne pas le laisser seul pendant qu'il crie en étant lié et des larmes coulent de son œil endommagé. Certain que cet endroit est devenu sa nouvelle réalité. La mémoire revient. Pour expliquer le contexte des événements, où le jeu VR inverse planait, a dominé les charts mondiaux et est devenu célèbre pour les concepts de portes dimensionnelles, de superpuissance et de guerre. Wan est entré dans le jeu sur les conseils d'un ami pour se retrouver soudainement piégé à l'intérieur où le monde du jeu s'est matérialisé pour devenir une réalité physique. Lui qui est appelé sujet de test 62 a reçu des félicitations sarcastiques pour avoir approché l'étape de l'ascension. Au sein d'un projet de recherche, faut appeler le projet d'ascension qui a consommé des milliers de personnes pour créer un seul ascendant. Le projet reposait sur l'utilisation de personnes enlevées comme sujet de test et pratiquer des expériences inhumaines sur eux, y compris l'électrocution, l'injection forcée et la modification corporelle. Les officiels donnent l'ordre de brûler le corps de la fille et de l'enfermer avec. Les survivants et les gardes répondent à l'ordre. Il est assis dans l'obscurité de sa cellule, se noyant dans la douleur, considérant ce qui s'est passé comme un crime impardonnable et se fait le serment solennel de rester en vie, pour se venger. Soudain, une alarme se déclenche, annonçant l'évasion d'un sujet de test, alertant les gardes armés. Alors, il court avec un groupe de survivants dans le couloir vers la sortie située à son extrémité, animé par l'espoir de survivre une fois qu'ils auront traversé ce couloir. Leur chemin est bloqué par un énorme ennemi aux cheveux roux qui se moque de leur arrivée à cet endroit en rampant, les menaçant que ce couloir se transformera en une tombe pour eux. Il maudit leur malchance. Alors ses compagnons décident d'affronter l'ennemi et lui demandent de surveiller leurs arrières. L'ennemi les décrit comme des imbéciles, jurant de les exterminer tous, puis bondit brutalement en écrasant les attaquants. Mais après un long combat, il est finalement capable de tuer l'ennemi. Il reprend son souffle avec difficulté au milieu des cadavres, marmonnant le mot à nouveau alors que l'écho de son nom résonne dans ses oreilles. Et bientôt, des hallucinations commencent à l'attaquer sous la forme d'ombres noires. De personnes implorant de l'aide et leurs cris déformés se chevauchent dans une scène cauchemardesque. Le texte raconte le passage d'une très longue période année après année, depuis que les héros se sont échappés du laboratoire où il apparaît attaquant des gardes armés qui lui crient de ne pas s'approcher, déclarant qu'il fait cela pour venger et ses proches. Il continue à massacrer brutalement ses ennemis, admettant qu'il les a tués encore et apparaît dans une scène plongeant son arme dans le cou de quelqu'un. Sentant que cette vengeance n'a pas de fin, les mains de l'ombre se referment sur lui. Alors, il se demande avec désespoir combien de temps il continuera à vivre ainsi et s'il doit continuer ainsi jusqu'à la mort. Et soudain, un son de notification et une fenêtre système bleu apparaissent, suscitant sa surprise. La fenêtre affiche une mission spéciale intitulée « Corriger l'erreur » exigeant l'élimination du superviseur du projet d'ascension en échange du retour dans son monde d'origine. Alors, il ressent de l'espoir, car la chance est enfin venue de sortir. La scène se déplace dans une pièce luxueuse remplie de cadavres où un homme en costume formel rentre demandant la raison, et dénonce l'attaque contre lui à un moment où il ne restait plus qu'à profiter de la gloire. Le superviseur qui a été identifié comme le responsable du projet, hurle mais Kim Eung-jun sujet de test 81 litres attrape par son col. Alors il demande au superviseur pourquoi il agit ainsi. Le superviseur hurle demandant à Kim de se taire et de ne pas parler à ceux de son statut, puis appelle Wen par son nom où il est identifié comme le sujet de test numéro 62 et surnommé le surhumain. Le superviseur le félicite, le décrivant comme le succès ultime du projet et qu'il a surpassé les limites humaines. Il offre de lui accorder n'importe quel souhait qu'il veut parce qu'il est à un niveau différent des autres, mais il l'interrompt avec un refus catégorique. Le superviseur terrifié essaie de le dissuader, le traitant d'imbécile et avertissant que le tuer ne mettra pas fin à l'affaire, menaçant que l'alliance des entreprises détruira sa famille, ses amis et ses collègues civils et blessés. Il porte un coup fatal au superviseur qui gémit de douleur. Kim le décrit comme un diable, et se plaint que le sang recouvre l'endroit. Il se tient froidement tandis que Kim lui crie dessus, disant qu'il
les a tués avant qu'il ne puisse demander en regardant un écran devant lui. Un message d'achèvement de mission apparaît. Et la récompense est prête à retourner dans le monde d'origine. Alors, il se réjouit de sa liberté et alors qu'il est sur le point d'appuyer sur le bouton accepter, des voix l'arrêtent en lui demandant où il va et les voix lui rappellent les autres qu'il a laissés derrière lui et s'il les a oubliés, exigeant qu'il se venge et qu'il les tue. Tous. Il ressent un épuisement extrême, se demandant si ce qu'il a fait était suffisant et malgré son hésitation, décide de saisir ce qui pourrait être sa première et dernière chance de partir. Il dit à son compagnon qu'il retourne dans son monde d'origine maintenant, ce qui déroute le compagnon qui pense qu'il délire, confirmant qu'il était ici depuis le début. Il se décide et appuie sur l'option d'approbation, demandant à son compagnon d'informer les autres et s'excusant auprès de lui avant son départ. Il se réveille terrifié dans son lit et réalise immédiatement qu'il est dans sa chambre privée. Il inspecte son corps incrédule de son retour, s'interrogeant sur le temps écoulé. Il saisit son téléphone pour trouver la date 19 mai 2041, et l'heure est 5 heures du matin, découvrant qu'il est revenu au même jour où il a été attiré dans le jeu, se demandant si le temps n'y est jamais passé du tout. Il se tient devant le miroir, pour constater que toutes ses cicatrices et ses muscles ont disparu comme si ce qu'il avait vécu n'était qu'un rêve. Les souvenirs de ses combats dans l'autre monde, l'attaque et les supplications de la jeune fille qui implorait de survivre et les menaces de l'ennemi de détruire sa famille et ses amis. Alors il devient certain que l'affaire n'était pas un rêve. Il se confirme que les 10 ans qu'il y a passés étaient réels en raison de l'intensité de leur clarté. Puis la sonnerie du téléphone coupe son processus de pensée. Il voit le nom de Jomnan à l'écran, sans que le nom est familier. Dès qu'il répond, l'appelant le gronde de ne pas avoir appelé et lui rappelle leur promesse. Et lorsqu'il s'enquiert de la promesse, elle lui parle de la nécessité de se rencontrer ce soir et lui envoie les coordonnées avant de raccrocher. Il tient le téléphone, réalisant qu'il se souvient bien de cette voix car elle est sa camarade de classe proche et la personne qui lui a présenté le jeu Inverse Planet. Alors, il soupçonne. Pendant un moment qu'elle a arrangé l'affaire et les cartes en se basant sur sa mémoire, il décide de la rencontrer. En premier et quand il arrive, Nayon l'accueille chaleureusement en notant sa longue absence et elle lui demande si c'est la première fois qu'il sort depuis la fin du semestre et lui offre un verre mais il refuse. Se justifiant qu'il craint ce qu'il pourrait faire s'il buvait dans son état actuel, elle lui demande tout en faisant griller de la nourriture s'il a essayé le jeu comme il l'a dit précédemment. Alors il répond qu'il a conçu un personnage et regardé l'intro seulement avant d'être attiré à l'intérieur, ce qui suscite sa surprise. Elle rit sarcastiquement que de cette façon il n'a pas joué du tout. La colère bout à l'intérieur de lui se souvenant des 10 années d'enfer qu'il a vécu à cause de sa recommandation, et il serre fermement son poing, alors qu'elle lui rappelle qu'il a promis d'apparaître régulièrement dans son livestream pointant du doigt son physique qui aurait fait sensation sur sa chaîne. Il réalise alors qu'elle a insisté pour qu'il joue uniquement pour le bien de sa chaîne en tant que streamer. Eh bien, il doute qu'il lui ait vraiment promis cela, il sent que cette réunion a fait que son retour à la réalité ressemble à une vérité tangible. Il s'assoit devant son ordinateur à la recherche du développeur du jeu, constatant que la société s'appelle Planet Earth et est basée dans la Silicon Valley aux États-Unis. Il réalise avec tristesse qu'aller au siège social ne changera rien, car s'il leur raconte sa chute dans un autre monde, cause de leur jeu, ils l'accuseront sans doute de folie. Il hésite à contacter le jeu craignant des dangers inconnus, des résultats inattendus et soupire devant son écran, se demandant l'intérêt de ce qu'il fait au lieu de se réjouir d'avoir survécu à cet enfer. Il décide de s'en contenter et d'oublier l'autre monde, se confirmant que c'est son monde d'origine et réel. Quelqu'un lui tape sur l'épaule en plaisant alors qu'il essayait après son retour de s'engager dans le semblant d'une vie scolaire normale. Son ami l'entraîne dans un bar, dépasser ce qu'il a traversé. Mais des doutes le rongent sur la réalité de son retour tandis qu'un des fantômes de son passé l'embrasse. Et le fantôme demande si c'est vraiment la réalité. Alors, il se retourne rapidement derrière lui pour voir qui a parlé dans ses pensées. Au fil du temps, les choses commencent à dévier de leur cours normal de manière inquiétante, où des hallucinations le chassent avec des voix exigeant une vengeance cruelle et lui rappelant qu'il n'a pas sa place dans cet endroit calme. Soudain, il frappe violemment la table au milieu du hall, suscitant la panique de ceux qui l'entourent et leur étonnement devant son comportement injustifié. Willen se tient dans le couloir haletant, lourdement. Quand un de ses collègues l'appelle par son nom et lui saisit l'épaule en s'enquérant de son état avec inquiétude, mais il le voit à ce moment comme un ennemi l'attaquant. Il imagine comme s'il tirait un poignard et attaque son ami avec, prêt à poignarder et à se défendre, mais s'arrête lorsque le collègue lui demande avec terreur ce qu'il fait. Alors, il s'excuse en justifiant qu'il a été surpris. Son collègue lui dit que les gens parlent de son comportement étrange ces derniers temps avec prudence. Il s'assoit seul, sur un banc, tandis qu'un des fantômes de son passé l'appelle et des ombres l'enveloppent lui demandant de ne pas oublier et de se venger alors qu'il les supplie d'arrêter et de le laisser tranquille. Néon crie son nom pour le
réveillé de ses jours et de ses cauchemars, et lui demande anxieusement la raison de son visage pâle et de sa distraction constante. Il sourit en feignant le calme et lui dit qu'il va bien et qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Alors, elle lui offre son aide comme une grande sœur. Si quelque chose arrive, et il accepte cela d'elle. Elle décide de partir et alors qu'elle l'encourage, il réalise au fond de lui que c'est lui qui a amené ces fantômes avec lui dans ce monde. Il devient certain que l'affaire ne se terminera pas tant que ses esprits ne seront pas satisfaits et que si la situation continue ainsi, ce monde ne différera pas de l'autre enfer dont il s'est échappé. Il décide de revenir pour mettre fin à l'affaire principalement cette fois et entre dans la capsule. Déterminé à mettre fin à tout de manière décisive, il se connecte au jeu pour que le message de bienvenue sur la planète inverse apparaisse et se retrouve dans un endroit familier. Il réalise avec étonnement qu'il est retourné dans la salle d'attente du laboratoire et qu'il est entré à nouveau dans le monde du jeu. Il se demande avec confusion pourquoi il n'a pas pu retourner dans ce monde infernal malgré sa ferme détermination à le faire, pensant à la possibilité d'une autre condition qu'il n'a pas remplie. Une fenêtre apparaît demandant de confirmer l'apparence du personnage. Il décide donc de procéder à l'étape du tutoriel du jeu pour le moment, pensant que cela pourrait être son moyen de retourner dans l'autre monde une fois terminé. Il commence par ajuster les paramètres d'abord en changeant le ratio d'assistance au combat à 0%, expliquant qu'il se battait avec une grande efficacité dans l'autre monde sans aucune aide. Le système commence à préparer les capacités initiales lui demandant de choisir le premier élément de capacité primaire, avec une note sur la possibilité de réinitialiser les capacités à tout. Le système explique que le mécanisme de capacité dans la planète inverse est conçu pour renforcer le personnage en choisissant un élément de base puis en l'améliorant avec divers sous-éléments. Cette structure intégrée de la base au branchet, est appelée une construction. Et en raison du nombre considérable d'éléments disponibles, il y a des gens dans les ligues professionnelles qui se consacrent à l'étude de ces constructions uniquement. Il choisit l'élément spécifique qui lui a valu le titre de surhumain auparavant parmi toutes les options. Quelqu'un s'adresse à lui, via des haut-parleurs en tant que sujet de test 48 expliquant qu'il s'est réveillé lors de la dernière expérience et qu'une semaine s'est écoulée. Il réalise que le jeu ne montre pas le processus de torture qui précède le réveil, reconnaissant que personne ne voudrait vivre cela dans un jeu. Le système annonce le début de la prochaine expérience immédiatement et lui ordonne d'entrer. Etinel apparaît devant lui. Une machine à tuer conçue pour arrêter le saccage des éveillés dans le projet Ascension et a été la cause de la mort d'innombrables sujets de test. La première mission du tutoriel commence en lui demandant de vaincre l'éthanol en utilisant sa capacité incarnée, remarquant qu'il fait face à un prototype de la machine. Un souvenir douloureux l'assaille de quelqu'un le suppliant de l'appeler frère, demandant le salut tandis que la machine le tue. Une lumière rouge clignote de l'œil de la machine puis elle commence à se précipiter vers lui. Il marmonne que la situation ici est exactement comme elle l'était la base. Il exprime son dégoût envers les chercheurs qui font toujours des actes dégoûtants. Il s'engage avec la machine en esquivant son attaque et la machine dirige des attaques consécutives vers lui, mais il les évite facilement puis porte un coup puissant. Il souligne que la version finale de cette machine est trompeuse car il peut utiliser des capacités mais il confirme que ce à quoi il fait face maintenant n'est qu'un prototype. Il détruit complètement la machine et le jeu annonce la fin de l'expérience. Le laboratoire félicite le sujet de test 48, le décrivant comme incroyable et que son efficacité et ses capacités sont incomparables au sujet de tests normaux. Un message apparaît pour la réussite de la première mission du tutoriel. Et alors que le système est sur le point de lancer la prochaine expérience, le chaos envahit soudainement l'endroit en raison d'intrusions, déclenchant la panique des chercheurs qui se demandent comment ils ont atteint cette profondeur. Le cri d'un chercheur se fait entendre et un message est diffusé à toutes les victimes détenues injustement dans le laboratoire. La voix demande aux victimes d'utiliser toute leur puissance pour sortir immédiatement. Il reconnaît donc le propriétaire de la voix. La deuxième mission du tutoriel commence dans le but de s'échapper du laboratoire vers l'extérieur. Il décide donc de partir en premier. Il court rapidement se demandant le nombre d'explosions qu'il a entendues. Il atteint un couloir complètement détruit rempli de débris où il aperçoit quelque chose au milieu du chaos. Il écoute une voix provenant d'un appareil de communication, lui disant que le panneau du bureau de l'administration interdimensionnelle indique qu'il n'est pas un ennemi mais une victime. L'orateur déduit que son arrivée à cet endroit signifie son intention de s'échapper. Il lui offre donc son aide. L'orateur lui dit qu'il peut choisir n'importe quelle arme qu'il veut dans la pièce. Ensuite, il lui donne un appareil pour envoyer un signal une fois qu'il atteint l'extérieur afin que le bureau puisse l'extraire. Il regarde l'appareil s'enfiler les armes, se demandant si l'orateur est mort tout en apparaissant dans une scène sombre. Il réalise en tenant un pied de biche en fer que ce n'est qu'une scène cinématique nécessaire à la progression des événements du jeu. Malgré cela, le sentiment d'impureté le possède à cause de cette situation.
La scène se déplace vers Cam Swale, une créatrice de contenu, de jeux professionnels soupirant de détresse, car sa fierté d'amoureuse perfectionniste est blessée en devant. Jouer au célèbre jeu Inverse Planet. Les abonnés dans le chat en direct se moquent de ces grommellements lui, rappelant que c'est une punition qu'ils ont décidée eux-mêmes. Se confirme qu'elle est une femme qui tient toujours ses promesses à ses abonnés. Et malgré les abonnés qui l'accusent de mentir précédemment concernant la sélection du jeu, elle annonce avec un faux sourire le début de l'exécution de la punition qui consiste à subir l'expérience du. Elle crée le personnage et choisit la capacité de feu parce que ça a l'air cool sans changer l'apparence par défaut. En atteignant les paramètres d'assistance au combat, le système indique que le ratio par défaut est de 50% pour aider au mouvement et à la correction des postures. Les abonnés la mettent au défi de régler le ratio à 0% et se moquent de sa peur. Donc, un message de mission apparaît offrant une récompense de 5,00000 pour avoir terminé l'étape du tutoriel sans assistance. Elle réalise que le pourcentage de joueurs qui jouent sans assistance est de près de 0%. Bien que confiant en ses compétences, elle hésite d'abord considérant l'idée comme mauvaise com. Si elle contrôlait avec un troisième bras, elle essaie d'échapper au défi mais la valeur de la récompense financière l'attente. Elle accepte immédiatement avec de l'argent brillant dans ses yeux, déclenchant le sarcasme des abonnés face à son changement rapide de position pour de l'argent. Elle annonce avec enthousiasme qu'elle jouera sans assistance jusqu'à la fin de l'entraînement. Les abonnés expriment leur inquiétude et leurs doutes quant à sa capacité à le faire. Ils lui rappellent qu'elle a été tuée précédemment en 2 minutes par Etinel immédiatement après avoir commencé, et elle se plaint que le jeu jette le joueur dans un combat sans explication. Les abonnés admettent que durer 2 minutes est bien, mais combattre cette machine avec une seule capacité et sans assistance est presque impossible. À l'intérieur du jeu, elle pense qu'elle doit juste s'échapper après avoir obtenu une radio et une arme. Elle est surprise par le début de la recherche automatique d'une équipe pour la mission d'évasion du laboratoire qui nécessite 4 joueurs. Elle espère être portée, aidée par les membres de l'équipe pour réussir la mission, mais les abonnés se moquent d'elle. La recherche d'équipe échoue, donc le système commence une recherche élargie. Les abonnés expliquent que la correspondance se fait uniquement avec les joueurs ayant le même ratio d'assistance, ce qui signifie que ses partenaires seront des lunatiques jouant sans assistance comme elle. Elle réalise sa situation difficile et pense à annuler la mission craignant de devoir porter l'équipe. La correspondance réussit soudainement et elle rejoint une mission déjà en cours malgré ses tentatives désespérées d'annuler. Elle crie qu'elle est finie pour se retrouver soudainement à l'endroit. Elle se tient stupéfaite dans le couloir en regardant les débris de robots détruits et les étincelles qui en jaillissent, se demandant ce qui s'est passé. Un état d'étonnement la domine, elle et ses abonnés, car tout le monde refuse de croire ce qui se passe, considérant que l'affaire dépasse la plaisanterie et ils se demandent sérieusement si c'est réel et qu'il y a un joueur qui subit l'étape du tutoriel sans aucune assistance, doutant qu'il soit un professionnel utilisant un compte alternatif, car aucun professionnel ne peut faire ça de cette façon. Les abonnés remarquent avec étonnement qu'il a réussi à éliminer un grand nombre de machines à éthanol sans assistance et sans utiliser d'armes à feu. Elle réalise qu'elle a trouvé le parfait porteur, quelqu'un qui protégera l'équipe et l'amènera à la victoire. Elle décide donc d'aller le chercher immédiatement. Yann apparaît au milieu du couloir sombre avec du sang dégoulinant de son arme et de son corps. Soit elle s'approche de lui avec une extrême prudence en essayant d'attirer son attention. Il se tourne vers elle en l'attaquant soudainement, pensant qu'elle est un ennemi. Alors elle crie en suppliant de sauver sa vie. Il s'arrête au dernier moment en s'excusant pour son erreur, après avoir réalisé qu'elle n'est pas un ennemi. Alors qu'elle remarque son saignement abondant, il a l'intention de partir. Alors, elle lui demande timidement de l'accompagner puisqu'ils sont dans la même équipe. Elle court après lui en se présentant comme créatrice de contenu, streameuse et lui demande la permission d'apparaître dans son direct. Elle le rassure en lui disant que le mode privé est actif et que son visage sera caché, mais il s'arrête soudainement, ce qui l'inquiète. Soudain, des sirènes hurlent, annonçant l'évasion du sujet, donnant l'ordre de le tuer immédiatement sans chercher à le capturer vivant. Soit est terrifiée et demande pourquoi la schisse. Difficulté du tutoriel augmente ainsi. Elle le regarde, le considérant comme le chef d'équipe et lui demande s'il va bien. Il apparaît en balançant habilement une chaîne métallique. Il bondit sur les gardes et les hommes armés et les massacre sous les yeux et baies des followers, qui lui donnent le titre de génie de la faucille et de la chaîne. Swell observe la scène depuis sa cachette. Incrédule et les followers sont d'accord avec elle. Se demandant comment une arme comme celle-ci peut être utilisée sans l'aide du système, les followers commencent à analyser sa capacité après avoir remarqué que la couleur de ses yeux devient blanche, devinant qu'il pourrait s'agir du vent ou de la télékinésie. L'un d'eux en déduit que le seul élément de base qui augmente les stats physiques et change la couleur des yeux est l'entité absolue. Les followers se moquent de ce choix car il est considéré comme une capacité
Nul qui empêche le joueur d'utiliser d'autres capacités surpris qu'il les choisit. On explique que la capacité et d'entité absolue est l'une des différentes capacités de base du jeu, car elle augmente énormément les stats physiques et la résistance aux compétences. Mais son inconvénient est d'empêcher le joueur d'utiliser lui-même des capacités. La communauté du jeu confirme que cette capacité doit être évitée à tout prix et conseille de quitter l'équipe qui inclut un joueur la possédant. Soit les surprises qu'il ait choisi une capacité qui empêche les aux capacités dans un jeu qui repose sur elle, tandis que les followers se demandent s'il est possible de se battre sans elle, soulignant que les yeux blancs confirment qu'ils l'utilisent. Certains suggèrent que l'amélioration physique pourrait être utile dans un combat sans assistance technique, mais ils se demandent avec étonnement comment il peut bouger avec cette compétence, alors qu'il est encore au niveau 1. Yen continue de déchiqueter ses ennemis avec la chaîne et la faucille. Au milieu des questions sur sa véritable identité, il se tient au-dessus des cadavres de ses ennemis, tandis que des voix résonnent dans sa tête lui disant que ce n'est pas suffisant. Les voix, il incite à être plus violent dans sa vengeance parce qu'elles ne sont pas encore satisfaites. Et pendant ce temps, un rayon laser de sniper apparaît visant sa tête. Soit hurle pour le prévenir du danger imminent, répondant en tirant avec son arme tout en maudissant la situation difficile dans laquelle elle s'est retrouvée. Ces balles atteignent la cible de sorte que l'ennemi tombe au milieu de la fumée et des étincelles. Elle s'assoit par terre pour reprendre son souffle tandis que les followers dans le livestream la couvrent de commentaires. Certains louant ses nerfs d'acier, et d'autres l'accusant de vol de kill, parce qu'elle n'intervient que pour porter le coup de grâce, après que Wen a épuisé les ennemis. Elle leur répond avec un sourire narquois et indifférent, confirmant qu'elle a fourni de l'aide à la fin et c'est ce qui importe. Wu on se souvient de certains événements de sa vie passée. Soyeol l'appelle alors qu'il se tient au milieu du champ de bataille. Elle lui donne le titre de Monsieur Hardcarry, le sauveur fort, soulignant son rôle décisif dans la bataille. Alors, il se tourne calmement vers elle. Elle lui demande nerveusement s'il est en colère contre son intervention, la justifiant par son désir d'aider, même un peu. Alors initie brièvement. Il lui confirme qu'elle l'a aidé en effet, ce qui déclenche une vague d'admiration dans les commentaires pour sa gentillesse et sa voix. Et il loue sa façon élégante de gérer le voleur de kill. Soit il saisit l'occasion et lui demande avec enthousiasme de lui permettre de l'accompagner pour terminer le tutoriel. Alors, il accepte simplement sa demande. Il se présente en disant que son nom est Bawen. Alors, elle se rend compte que Monsieur Hardcarry n'était qu'un surnom qu'elle lui avait donné et se demande si c'est son vrai nom car il n'a pas été censuré. Elle lui demande curieusement s'il a choisi la capacité d'entité absolue comme capacité de base. Alors, il répond par l'affirmative, ce qui frappe les followers d'étonnement, car il se divise entre ceux qui voient la nécessité de réévaluer la capacité et ceux qui insistent sur le fait qu'elle est nulle et que ce qui se passe est dû à la super compétence du joueur, pas à la capacité elle-même. Elle lui demande avec fascination comment il a esquivé les balles sans utiliser de capacité, et à quel jeu il jouait avant. Alors, il répond brièvement qu'il ne jouait à rien de particulier. Il s'arrête net, et quand elle lui en demande la raison, il l'informe de la présence de 2 adversaires de type étincelle, à 20 mètres. Soy est secrètement ébahi par sa capacité à évaluer la distance et le nombre d'ennemis avec une telle précision, sans aucune compétence de détection, et propose d'avancer pour en avoir le cœur net. En effet, il tombe sur les ennemis à l'endroit exact qu'il avait indiqué. Elle reste alors pantoise devant la précision de ses sens. Il fonce sur les adversaires, se remémorant avec plaisir ses anciennes parties au Colisée. Tandis que Soy lui hurle de ne pas être téméraire, il se faufile en esquivant les attaques de l'énorme machine avec une agilité déconcertante. Se rappelant l'époque où il était complètement plongé dans les jeux, il porte un coup dévastateur à l'ennemi, révélant en pensée qu'il était un joueur classé, un fois ranké fois dans ce jeu. Il pulvérise la machine. Aussitôt, les fois followers s'enflamment dans les commentaires, saluant sa capacité à terrasser Etnael avec une telle aisance et sans la moindre correction du système, concluant que c'est là le véritable niveau des fois rankers fois du Colisée. Soy demande alors, avec une certaine naïveté, si être un fois ranker fois au Colisée est si impressionnant. Les fois followers se gaussent de son ignorance, expliquant que les fois rankers y recevaient des offres pour passer pro et que le joueur professionnel de légende, Butler, était l'un d'entre eux. Elle pousse un cri de stupeur en entendant le nom de Butler, comprenant qu'il est la star incontestée de l'arène pro d'Inverse Planet. Les fois followers, curieux, se demandent s'il a déjà affronté Butler à l'époque où il était fois ranké fois et qui l'emporterait dans un face-à-face. Mais il coupe court aux interrogations, en ordonnant de continuer. Elle lui emboîte le pas sans un mot. Ils atteignent la porte de la mission finale du tutoriel, où le chef de la sécurité du laboratoire
en fait son apparition en tant que boss de niveau, se moquant d'eux pour être arrivé jusque-là. Le boss, avec ses cheveux rouges et ses lunettes high-tech, les menace en leur annonçant que cet endroit sera leur tombeau. Le boss ajoute d'un ton menaçant qu'ils rejoindront bientôt leurs camarades tombés au combat. Il réalise alors froidement que tout ce qu'il a affronté jusqu'à présent n'était qu'une partie du tutoriel. Son regard se durcit et ses yeux s'embrasent. Soudainement, tandis que des ombres hallucinatoires réapparaissent autour de lui murmurant des phrases comme « retrouve-toi » et vite, l'exhortant à éliminer le boss sur le champ, car sa vengeance n'est pas encore assouvie. Le boss leur hurle de ne même pas songer à sortir d'ici vivant, ignorant tout de l'enfer qui l'attend. Soy ouvre le feu avec sa mitrailleuse pour offrir une couverture à son partenaire, mais elle est surprise par l'apparition d'un bouclier d'énergie autour du boss qui stoppe net les balles, se demandant avec stupeur quelle est l'origine de cette barrière de particules. Dans le chat, les followers foient la vanne sur son ignorance, expliquant que le chef de la sécurité est un éveillé. Il est donc normal qu'il possède de telles capacités en tant que boss, et se moquant de sa tentative de régler le combat uniquement avec des balles. Malgré tout, elle lui hurle son plan, elle assurera un tir de couverture depuis sa position. Pendant ce temps, les followers commandent sarcastiquement la rapidité de sa dépendance totale à son égard pour sauver la situation. One esquive habilement l'attaque de l'énorme boss, tandis que ce dernier se moque, en considérant ce qui se passe comme un simple jeu. Le boss attaque violemment et des étincelles rouges volent annonçant son désir de déchirer son adversaire pour satisfaire un peu les fantômes de son passé. Mais le bouclier bloque à nouveau l'attaque déclenchant le rire des followers qui se demandent pourquoi la barrière de particules s'est activée alors qu'il n'a pas tiré. Devinant l'existence d'une erreur technique, le boss décrit Win comme un petit rat et sa peau se transforme en métal sombre. Alors, les followers reconnaissent immédiatement sa compétence spéciale d'homme de fer. Le boss frappe le sol avec son poing, jurant de le déchirer. Alors, la surface se fissure alors qu'il se précipite vers lui, faisant deviner aux followers que son poids est devenu une tonne au moins, et qu'un seul coup de lui signifie une mort certaine. Le boss demande avec colère combien de temps il va continuer à esquiver. Les followers regardent avec étonnement sa capacité à esquiver chaque coup fatal. Yen dirige un coup de poing puissant au visage du boss. Alors les followers admettent leur incapacité à esquiver ses attaques, même avec des corrections du système et se moquent de l'idée de fournir une couverture de tir pour un joueur de ce niveau. Le boss gémit de douleur et lui ordonne de ne pas désactiver sa compétence d'homme de fer. Des voix fantômes résonnent autour de lui disant que le boss ne peut pas mourir facilement, et l'incite à le déchirer plus brutalement en vengeance de ce qui leur est arrivé. Le boss est terrifié de voir l'immense pouvoir du sujet de test devant lui tandis que Willen se tient froidement. Il porte le coup de grâce en marmonnant que le mérite lui revient. Un message système apparaît annonçant la défaite du chef de la chèvre. Sécurité du laboratoire. Soyul se tient stupéfaite, incrédule de ce qu'elle a vu, tandis que le chat explose de louanges, décrivant la performance comme folle, rappelant à tout le monde que ce combat a eu lieu sans aucune correction. Et notant qu'il semble habitué à combattre des humains. Elle annonce joyeusement la défaite du boss d'entraînement, et demande si la sortie est l'étape restante, tandis que Wen s'assoit sur le cadavre du boss et des commentaires affluent confirmant qu'elle a été portée sur ses épaules pour gagner et se demandant pourquoi un joueur avec cette compétence existe à cette époque. Le corps du boss disparaît et il confirme à Swal qu'ils peuvent partir. Maintenant, les deux sortent du bâtiment pour que le jeu annonce l'achèvement de la mission d'évasion du laboratoire et l'obtention d'un point de compétence pour la montée de niveau. Et elle lui demande s'il terminera la mission principale aujourd'hui. Il s'excuse en expliquant qu'il s'arrêtera ici pour aujourd'hui. Alors, elle lui demande d'attendre un peu car elle a quelque chose pour lui. Elle annonce à ses followers l'achèvement de l'entraînement. Sans correction. Alors, les followers la décrivent comme sans vergogne pour s'attribuer le mérite alors qu'elle termine le stream en leur disant au revoir, elle le remercie d'avoir attendu. Alors, il lui demande ce qu'elle veut. Elle lui demande hésitamment de rejoindre régulièrement ses émissions. Il s'enquiert de la nature de son émission. Alors, elle explique qu'elle joue l'émission principale d'Inverse Planet, et qu'elle s'engage parfois dans des matchs joueurs contre joueurs. Elle lui propose avec empressement d'adapter son programme d'émission en fonction de son emploi du temps en plus de payer une somme d'argent énorme en échange de son apparition. Il s'excuse pour l'offre. Alors, elle réalise d'après ses expressions faciales qu'elle ne pourra pas le convaincre et accepte son refus. Elle lui demande si elle peut l'ajouter comme ami. Alors, il accepte cela. Ensuite, elle lui fait ses adieux en exprimant son plaisir de jouer avec lui, et lui souhaite de passer un bon moment, avant que le corps de son personnage ne disparaisse. Un message apparaît pour Kanswal qui para et la fin du programme de tutoriel. Il est seul, le visage couvert de sang, se demandant avec confusion et anxiété pourquoi il n'est pas retourné de l'autre côté après avoir terminé l'entraînement. Alors qu'il ne réalisait pas ce qui se
Passé, la communauté du jeu diffusait des théories selon lesquelles terminer le didacticiel sans correction et sans arme à feu était le résultat de l'utilisation de programmes de piratage. Et pendant ce temps, un spectateur anonyme, portant le numéro 62, envoie un don énorme avec un message mystérieux, demandant ce que l'on ressent. En revenant dans le monde réel pointant vers l'avenir que ce gameplay apportera. Au petit matin, dans la branche coréenne de Planet Earth Company, qui développe le jeu Inverse Planet, les employés sont confrontés à une situation sans précédent causée par un seul utilisateur. Les employés regardent un replay de ce qui s'est passé avec étonnement, n'en croyant pas leurs yeux. Les employés discutent de la façon dont le joueur a réussi à démolir le capitaine de la garde sans aucune correction ni arme, notant que la communauté en ligne est complètement convaincue qu'il est un hacker et terrorise les forums de l'entreprise en exigeant une explication. L'un d'eux se demande sérieusement s'ils sont sûrs qu'il n'y a pas de piratage, alors les autres le confirment. L'employé et responsable confirme qu'il a tout vérifié à partir de la création du personnage et n'a trouvé aucun enregistrement de modification par des programmes externes. Il souligne qu'il a vu de nombreux pirates traverser les murs ou disparaître, mais il n'a jamais vu de mouvement comme ceci auparavant. Les employés ont conclu que ce niveau de contrôle ne peut pas être imité, même en utilisant des programmes de piratage et que si ce n'est pas un piratage, le joueur est complètement faux. Malgré cela, ils reconnaissent l'existence d'une très faible probabilité qu'il s'agisse d'un piratage non détecté pour le moment. L'équipe décide finalement qu'elle doit mener une vérification appropriée de l'affaire. La scène se déplace vers Willen et son ami Néon où elle lui dit que la communauté Internet est en état de rage à cause de lui, et que la situation est devenue très chaotique. Elle lui parle de l'apparition du défi sans correction, parmi les utilisateurs où tout le monde échoue et ne peut même pas activer ses pouvoirs, renforçant le récit disant qu'il est un hacker. Néon admet qu'elle a été choquée en voyant la vidéo et qu'elle l'a reconnu immédiatement, malgré le mode de protection de la vie privée. Lui explique qu'elle a déjà vu ses combats. Mais elle ne s'attendait pas à ce qu'il soit aussi doué, confirmant que quiconque ne le connaît pas pensera certainement qu'il est un hacker, déduisant que c'était la raison pour laquelle il a reçu ce message. Elle s'enquiert du message. Alors, il lui dit qu'il a reçu un message de la branche coréenne de Planet Earth. Néon explique que l'entreprise veut vérifier s'il utilise des programmes de piratage ou non. Il lui montre le message qui lui est parvenu via le live stream de la streameuse Cam Swal qui demande à communiquer avec lui. Elle souligne que l'intervention de l'entreprise de jeu elle-même, pour vérifier un piratage, attira une foule énorme et lui demande s'il acceptera. Il réfléchit à la question, considérant cela comme sa seule chance de communiquer avec les développeurs et peut être d'obtenir un indice sur l'autre monde si une personne de haut rang apparaît. Il dit à son ami qu'il a décidé de le faire malgré son hésitation précédente. Alors elle loue sa décision. Elle lui conseille de blanchir son cil à l'intention de continuer à jouer afin que tout le monde ne l'appelle pas un hacker, mais il montre un manque d'intérêt, notant que personne ne le reconnaîtra car son visage n'est pas apparu. Néon soutient que son style de combat est si unique qu'il sera connu, même s'il change de nom et qu'il n'y a personne, même parmi les professionnels qui se bat avec des compétences étranges comme lui. Elle lui explique que les professionnels voient leur identité révélée ces jours-ci grâce à leurs habitudes de combat, citant des discussions de forum, qui analysent précisément les mouvements des joueurs. Elle exprime son soulagement face à son accord car sinon, la streameuse aurait été exposée à beaucoup de haine. Il s'interroge sur la raison de son intérêt pour cela, puisque cette streameuse n'a rien à voir avec lui. Alors elle le traite de fou, expliquant que les foules en colère à cause du problème de piratage ne se soucient pas de ça. Elle ajoute qu'ils le blâmeront d'abord mais bientôt ils dirigeront leurs flèches vers la streameuse. Il comprend la situation et marmonne avec résignation que dans ce cas il devra accepter. So elle reçoit un message de lui annonçant son accord. Alors elle saute de joie en y croyant. Elle espère que cette agitation entraînera une augmentation massive du nombre de spectateurs et un graphique apparaît montrant une augmentation attendue. Elle a hâte de voir une scène historique qui ne s'est jamais produite auparavant dans le jeu Inverse Planet. Elle annonce un live stream pour clarifier la vérité de la controverse soulevée au sujet de son utilisation de programmes de triche. Après 4 jours, Willan se tient à l'intérieur du jeu, portant une nouvelle tenue en préparation de la diffusion. Soyol l'accueille chaleureusement lors de leur rencontre. Il remarque en lui-même qu'elle ne le soupçonne pas, bien qu'elle ait vu ses mouvements de près. Elle admet que les preuves fournies par les gens sont faibles. Elle ajoute qu'elle ne le soupçonnait pas à cause de son regard de tueur fou qui éloignait l'idée de tricherie de son esprit, le justifiant comme une simple intuition, ce qu'il accepte silencieusement. Elle lui dit de commencer la diffusion s'il est prêt, alors il accepte. Elle ouvre la diffusion, en accueillant le large public qui a attendu longtemps pendant que des commentaires contradictoires, déferlant entre les demandes d'éclaircissement, les accusations de triche, et les sarcasmes. Elle était
abasourdi par le nombre de spectateurs atteignant 10 000 dès le lancement et présenta de nouveaux sons. Et Wen se présenta. Et les commentaires s'embrasèrent d'attaques et de moqueries à son encontre, la forçant à menacer de tout arrêter. Le chat bafouait toute courtoisie. Elle lui demanda son avis sur la polémique, avant le début de la vérification proprement dite. Il répondit froidement qu'il trouvait la question ridicule, ce qui provoqua les commentateurs qui se gaussèrent de son arrogance. Un abonné demanda comment il comptait clarifier la situation. Elle répondit alors qu'ils avaient convié un invité d'exception pour la vérification. Un homme, en costume officiel apparut dans l'arène de la réunion. L'homme se présenta comme étant Park Kyomien, chef de la première équipe opérationnelle de la filiale coréenne de la société Planet Earth, arborant le titre GEM au-dessus de sa tête. Ce qui suscita la stupeur des abonnés et confirma la gravité de la situation. Wen comprit que cette personne était un haut responsable qui pourrait en savoir plus sur l'autre monde et décida de l'interroger. Après la fin de la vérification, l'officiel remercia Soy et lui pour leur participation. Le responsable nota discrètement qu'il avait une apparence tout à fait banale. L'officiel leur demanda de se rendre vers la zone de test. Ils arrivèrent dans une salle d'entraînement personnel de pointe qu'ils n'avaient jamais vue dans l'autre monde auparavant. L'officiel expliqua que la vérification consisterait à superviser plusieurs combats pour s'assurer qu'il n'y avait aucune assistance extérieure. Il accepta les conditions. Il se prépara à combattre. Un énorme robot d'entraînement fit son apparition, et les abonnés le reconnurent comme une version intermédiaire d'Atnell, se demandant s'il était capable de le vaincre avec ses capacités actuelles. Le type de combat choisi était un duel à mort contre le robot de classe moyenne et Soy parut inquiète tandis qu'il lui demandait de lui faire confiance. Il se mit à rire, en se moquant de cette situation où il devait se battre jusqu'à la mort. L'officiel fut surpris lorsqu'il vit qu'il avait disparu de sa position. Il s'était rué sur le robot et avait commencé à le mettre en pièces alors que l'officiel tentait de lui énoncer les règles d'engagement. Les abonnés se demandaient dans le chat avec stupéfaction s'il était réellement en train de démolir l'Atnell moyen à main nue, soulignant que ce robot est réputé pour sa robustesse même face à des marteaux, pendant que d'autres exprimaient leur effroi et leur pitié pour le robot face à cette scène d'une violence inouïe. Il apparut, arrachant brutalement la tête du robot, alors qu'un message du système s'affichait, confirmant qu'aucune interférence de programme externe n'avait été détectée, tandis que l'officiel marmonnait que ce type était complètement fou. L'officiel se confirma à lui-même que ce qu'il voyait ne pouvait en aucun cas être du piratage. Il frappa du pied le sol et annonça la fin du test. L'officiel Park annonça qu'il n'avait détecté aucune utilisation de programmes externes lors du combat précédent, mais souligna que la fenêtre de vérification avait été trop courte pour un jugement définitif. Park lui demanda de se battre selon une méthode spécifique qui, il lui dicte. Alors, il accepte immédiatement tandis que les followers réalisent que cette procédure vise à s'assurer s'il utilise un piratage pour le combat automatique. Il est expliqué que les programmes de combat automatique contrôlent le personnage via un logiciel et ne peuvent pas se battre dans le style précis que l'utilisateur souhaite. Ainsi, déterminer la méthode gagnante à l'avance et s'y tenir prouve l'absence de piratage. Le fonctionnaire en remercie et lui demande cette fois de couper les têtes de 3 robots d'entraînement de niveau moyen, utilisant exclusivement la chain-cycle afin qu'il montre sa compréhension de la mission. Le fonctionnaire se demandant secret ce qui se passe pour l'amour du ciel, croyant que cette condition devrait être extrêmement défavorable pour le joueur, mais il remarque avec étonnement qu'il ne montre aucun sentiment qu'il va perdre du tout. La bataille se lance à la vitesse de l'éclair. Il utilise la faux avec une grande compétence. Il se tient au milieu des débris après avoir accompli la mission avec précision. Soyol applaudit avec enthousiasme, confirmant on n'imaginait pas les choses auparavant et souligne aux followers comment la chain-cycle bougeait comme si c'était un être vivant. Tandis que les followers s'émerveillent de ce qu'ils viennent de regarder, certains commentent que la faux ressemble à une arme brisée et surpuissante tandis que d'autres répondent que la personne est la brisée, pas l'arme. D'autant plus que la chain-cycle est généralement utilisée pour des coups de couteau rapprochés uniquement. Le fonctionnaire est stupéfait par ce qu'il voit tout en admettant que ce niveau de contrôle ne peut pas être imité même avec des piratages et que s'il n'est pas un hacker, alors il est complètement faux. Le désir de connaissance du fonctionnaire s'intensifie en tant que gestionnaire de jeu et il se demande si Win est vraiment capable de vaincre un robot d'entraînement avancé ne possédant qu'un seul élément de base. Le fonctionnaire décide de mener un test final par gourmandise cognitive. Un nouveau robot énorme et terrifiant apparaît dans l'arène. Les followers sont choqués de voir ça, considérant que l'officiel a dépassé les bornes et veut un bain de sang, notant que s'il gagne, il sera officiellement reconnu comme un humain avec un niveau de hacker par le Conseil national. Le nouveau robot est présenté comme un robot d'entraînement avancé. Version récente est-elle? Il échange des au regard avec le robot avancé. Un sourire effrayant apparaît sur le visage du robot Estelle, ce qui provoque sa colère.
L'affrontement violent commence. Le robot dirigeant un coup puissant qu'il esquive avec difficulté. La bataille continue intensément et il montre des compétences d'esquive incroyables. Il réalise que cet adversaire est d'un niveau complètement différent du niveau moyen et qu'encaisser un coup serait fatal. Maintenant, il remarque que la robustesse physique du robot se situe dans une gamme complètement différente et que ses attaques ne l'affectent pas du tout. Il décide de continuer à frapper jusqu'à ce qu'une de ses attaques réussisse. Les followers s'expriment leur peur et leur fascination simultanément, notant qu'un seul coup suffit à le tuer. Mais il refuse de se faire toucher, qualifiant cela de folie. L'officier admet qu'il ne pensait pas qu'il était capable d'affronter un robot avancé en face, à face avec un simple élément de base, soulignant qu'il avait l'air d'un loser au début, mais il remarque maintenant qu'il a commencé à submerger le robot lentement depuis quelques instants. Après avoir fracassé le robot avec un coup écrasant, l'officiel administratif n'a vu aucun intérêt à continuer à regarder plus loin. Et avec l'achèvement de la collecte des données nécessaires à la vérification, le robot d'entraînement a été retiré de l'arène, ce qu'il a réalisé immédiatement. Soyol a posé une question à l'officiel au sujet des résultats de la vérification pour qu'il confirme à son tour et de manière décisive l'absence de toute intervention de programme externe, expliquant avec une phrase simple que ce qui s'est passé n'est pas du piratage électronique, ce qui a déclenché la folie de la communauté du jeu qui se demandait comment cela pouvait ne pas être du piratage, tandis que d'autres ont confirmé que les accusations étaient essentiellement nulles, après la déclaration officielle de l'administration, et le poste l'accusant de tricherie a été supprimé. So s'est adressé à ses followers d'un ton victorieux, leur rappelant qu'elle leur avait dit qu'il n'y avait pas de tricherie et s'est moqué des sceptiques qui ne peuvent plus réfuter la déclaration officielle. Étant que les trolls se retiraient, certains ont remarqué son enthousiasme excessif et lui ont donné le surnom de monstre de la forme physique qui ressemble à un en raison d'une force excessive. Un terme qui a suscité son admiration. Au milieu de diverses classifications de chats, soit l'a souligné à tout le monde de se à souvenir clairement qu'il ne triche pas mais possède des capacités physiques qui le font ressembler à ça. Puis a demandé un commentaire final à ses invités, où il a décrit l'expérience comme amusante, tandis que l'officiel l'a remercié pour son travail acharné. So a terminé la diffusion, en disant au revoir à ses followers, qui ont dépassé les 1,00000 qui se sont divisés entre ceux qui étaient étonnés de le voir penser à farmer des ressources à ce stade et ceux qui regrettaient la fin de la diffusion qui ne visait qu'à blanchir son nom, décrivant l'épisode comme légendaire après la fin et de la diffusion, soit la remercier et l'officiel d'avoir accepté de comparaître et la distinguer avec des remerciements supplémentaires. Alors il a répondu avec une simple révérence, expliquant que l'affaire ne valait pas la peine d'être mentionnée. L'officiel a sourd en se moquant de sa description de l'affaire comme simple et avait l'intention de partir. Mais il l'a arrêté soudainement où il s'est tourné vers lui en lui disant qu'il y a quelque chose qu'il souhaite lui demander. Alors, l'officiel s'est montré disposé à répondre. Il lui a demandé directement s'il avait rencontré un type d'erreur technique, un bug dans le jeu, en particulier les cas qui pourraient empêcher le joueur de sortir ou de s'échapper à cause d'un glitch. L'officiel a n'y avoir entendu quoi que ce soit de tel, impliquant que si une erreur fatale comme celle-ci existait, le jeu ne serait pas devenu mondial. Ce qu'il a admis en comprenant sa réponse, l'officiel a décidé de partir enfin cette fois. Alors, Soul a poussé un soupir de soulagement exprimant son soulagement à la fin de cette situation tendue. Elle s'est tournée vers Rouen, saluant sa performance et l'assurant qu'elle ferait les comptes du stream avant de le recontacter. Et bien que il ait précisé ne pas courir après l'argent, il a tout de même accepté qu'elle le rappelle. Au fond d'elle, elle sentait que le laisser filer ainsi serait gâcher une opportunité en or de créer du contenu exceptionnel qui s'offrait à elle. Pourtant, elle a hésité à lui proposer de relancer le direct, se ravisant en se souvenant qu'elle n'avait eu l'autorisation de l'inviter que dans le but de redorer son propre blason. Alors, elle s'est contentée de lui dire au revoir, en promettant de le recontacter. Wen, resté seul, était rongé par la déception car il n'avait obtenu aucune des informations qu'il convoitait sur l'autre monde. C'est alors qu'un message de Zonion est apparu, lui ordonnant de la rejoindre immédiatement dans la salle de préparation au combat, dès qu'elle a appris que la diffusion était terminée. Elle l'a accueilli avec une énergie débordante, curieuse de son expérience durant le direct, lui rapportant que la réaction de la communauté était absolument explosive, complètement folle. Il a affiché son dégoût pour cette expérience, expliquant que le style consistant à suivre le chat tout en jouant n'était vraiment pas pour lui, ce qui a quelque peu déconcerté Néon. Elle a aussitôt proposé une alternative, faire comme s'il jouait en solo, en ignorant totalement le chat, et s'est même offerte pour ajuster tous les paramètres afin qu'il tente le coup une dernière fois. Mais il a balayé sa proposition, arguant de son absence totale d'envie de streamer à la base. Loin de se décourager, Néon a insisté pour qu'il essaye le mode joueur contre joueur, le fameux PVP.
Pour information, le système PvP repose sur des batailles entre joueurs et représente l'un des deux piliers du contenu d'Inverse Planet, aux côtés du mode joueur contre l'environnement, le PvE. Il a alors compris que c'était la raison de sa convocation. Elle l'a confirmé, lui reprochant de vouloir abandonner sans même avoir testé ce système. Il a tenté de se défiler, justifiant qu'il ne prévoyait plus de jouer pendant un certain temps, sentant que le jeu n'était pas fait pour lui, surtout avec la faible probabilité de pouvoir un jour retourner dans l'autre monde. Mais Néon l'a coupé net, affirmant que le PvP, le véritable cœur du jeu et qu'il ne pouvait pas juger en se basant uniquement sur le tutoriel. Ces mots ont résonné en lui faisant réaliser que le mode histoire PvE n'était qu'une réplique exacte du monde dans lequel il avait vécu, tandis que le PvP était rempli d'éléments qu'il n'avait jamais vus et qu'il pourrait y trouver quelque chose de nouveau. Il a finalement accepté de tenter l'expérience. Ravi, Néon a commencé à lui détailler les options, en commençant par les duels, une confrontation directe contre un adversaire de niveau équivalent, en solo ou en duo. Ensuite, elle a décrit le mode classé où les joueurs choisissent l'un des 4 modes, contrôle, escorte, capture ou extermination pour s'affronter en équipe de 5 contre 5. Et pour finir, elle lui a présenté le mode survie, où 100 joueurs sont dispersés pour récupérer de l'équipement et se battre jusqu'à ce qu'il ne reste qu'une seule personne ou une seule équipe. Pour ses débuts, Néon lui a suggéré de jouer en mode équipe et a proposé de lui recommander un build de personnage adapté, car le PvP est très exigeant. Mais il l'a interrompu, lui assurant que ce ne serait pas la peine. Il lui a alors expliqué qu'il maîtrisait déjà parfaitement. Il s'agit bien de la configuration qui a fait de lui la légende connue dans l'autre monde sous le titre de Surhumain. Alors que Wanen s'apprêtait à se connecter, Néon l'a informé qu'elle allait enregistrer la partie, le temps qu'il termine ses préparatifs. Il a donc accepté, confirmant qu'il serait opérationnel sur le champ. Le point d'atterrissage fut imposé. La base militaire de la première zone, un secteur réputé pour son butin de premier ordre, mais habituellement pris d'assaut par des joueurs d'élite, ce qui le rend déconseillé aux novices. Néon l'a alors supplié de la laisser enregistrer sa performance en JCJ pour la mettre en ligne sur YouTube. Et bien que manifestement agacé, lui demandant de garder son calme, il y a consenti, s'interrogeant sur les raisons d'un tel enthousiasme. Une fenêtre système s'est affichée, indiquant qu'il restait 60 secondes avant le lancement de la partie et confirmant la sélection de la base militaire. Il a donc validé sa connexion. Néon a fait ses adieux à son partenaire d'un salut militaire, exprimant l'espoir de le revoir en un seul morceau. À peine était-il entré qu'il s'est retrouvé dans un hall au 3e étage et a aperçu son premier adversaire juste en face. Ce dernier semblait inspecter les lieux, se plaignant que l'équipement et les ressources du secteur étaient de piètre qualité. L'adversaire a donc décidé de changer de position, mais il l'a surpris avec une attaque dans le dos. En l'espace d'un instant, le système a annoncé l'élimination du joueur Lucky Desparbaeken, provoquant la stupéfaction de Néon qui ne s'attendait pas à une élimination aussi fulgurante dès le départ, remarquant que son build est complètement différent et s'apparente à de la triche. Les notifications système se sont enchaînées à une vitesse folle, annonçant qu'il éliminait un grand nombre de joueurs les uns à la suite des autres. Néon observait la scène, abasourdi, se demandant mais bon sang comment il faisait ça. On l'a ensuite vu en train d'éliminer un joueur nommé Slim Monster. Il se tenait au-dessus de son adversaire à terre, remarquant qu'il ne sentait plus la présence d'autres joueurs et s'est demandé si celui-ci était le dernier survivant de la zone. Il a analysé la situation, admettant qu'il ne s'attendait pas à tomber sur 4 personnes en même temps à l'atterrissage, et puisqu'il avait fini de récupérer son équipement, il a décidé de quitter les lieux. Soudain, un appel de détresse de Néon retentit sur le canal vocal, elle criait à l'aide, expliquant être totalement encerclée par une multitude d'ennemis. Il a vérifié la carte pour la localiser et a remarqué qu'elle se trouvait dans le bâtiment d'en face, un endroit bien trop loin de sa position. Il lui a dit qu'il était en route et a demandé sa position exacte dans l'immeuble. Elle a alors répondu se trouver sur le toit, au 3e étage. Elle l'a averti que se battre aux étages inférieurs serait de la folie, car les combats semblaient faire rage à tous les niveaux. Il s'est donc contenté d'acquiescer. Il a bondi avec une vitesse fulgurante, si bien qu'un ennemi l'a aperçu, choqué et balbutiant de surprise. L'ennemi s'est demandé avec stupéfaction qui était cette personne et quelle était la raison d'une telle célérité tandis que elle a répondu être sur le toit du 3e étage. Elle a averti que se battre aux étages inférieurs serait de la folie, car les affrontements semblaient faire rage à chaque niveau. Il s'est donc contenté d'acquiescer. Il a sauté à une vitesse prodigieuse, au point qu'un des ennemis l'a aperçu, choqué et bredouillant de surprise. L'ennemi s'est demandé, stupéfait, quelle était l'identité de cet individu et la raison de sa vitesse prodigieuse. L'autre personne a demandé à son collègue de préparer ses capacités, car il essaierait de le retarder d'une manière ou d'une autre. Il s'est précipité avec son arme, en engageant le combat avec les ennemis. La deuxième personne a crié d'émerveillement après que ait massacré son compagnon, et après cela, une notification de son témoin. Élimination du joueur est apparue. L'adversaire a analysé son style réalisant qu'il est de type physique et
s'appuie sur une construction d'agilité. L'adversaire a attaqué férocement en criant meurt, libérant une énergie sombre, destructrice vers lui. Won a évité l'attaque en sautant. L'adversaire l'a maudit en le traitant de fou. Alors, il lui a porté un coup de grâce. Il a gardé son calme et sa concentration et a continué à courir vers l'emplacement de Néon et des messages systèmes sont apparus annonçant son élimination de Chesty, Baby Tyrannosaurus et Baim Chikin. Il a annoncé son arrivée devant le bâtiment. Alors Néon s'est émerveillé de la vitesse de son arrivée et a demandé si elle devait descendre pour l'aider. Mais il lui a ordonné d'attendre à sa place pendant qu'il ouvrait la porte. Il se tient derrière la porte, comptant le nombre de pas qui s'approchent de lui, devinant qu'ils appartiennent à 4 ou peut être 5 personnes. Et dès que la porte s'est ouverte, il est apparu avec un visage froid pour que l'ennemi tapis tente de l'attaquer immédiatement à l'aide d'un poignard. L'ennemi s'est précipité en criant avec une intention meurtrière, mais il a contré l'attaque avec une compétence supérieure en saisissant le poignet de son adversaire, ce qui a provoqué le choc de l'attaquant qui n'a pas compris la vitesse de réaction. 1. De message du système est apparu, annonçant l'élimination du joueur hasard par Baekuyen qui se tenait au-dessus de son adversaire vaincu, réalisant qu'il devait augmenter un peu sa vitesse pour en finir. Des notifications système ont suivi à une vitesse folle, annonçant son élimination d'une série de joueurs avec des surnoms étranges comme Sois filial, Envers tes parents, Repas de crevettes et Soins d'ampères. Ce qui a fait que son collègue s'est demandé avec étonnement et choc comment cela s'était produit avec une vitesse aussi répétitive. Néon s'est rendu compte qu'il les écrasait. Tous complètement seuls et soudain, il est apparu à côté d'elle sans faire de bruit. Elle était donc terrifiée au point de crier et a dirigé une attaque vers lui qu'il a réussi à esquiver, le grondant de lui avoir fait peur de cette manière soudaine. Elle lui a avoué qu'elle n'avait pas remarqué sa présence, jusqu'à ce qu'il soit juste à côté d'elle, soulignant qu'à ce rythme, il pourrait récolter 14 éliminations à lui seul, alors qu'il se demandait si sa venue était nécessaire en premier lieu. Il lui a demandé si elle avait déjà nettoyé le bâtiment des ennemis, puis s'est enquis avec surprise de la tronçonneuse qu'elle portait. Elle a donc expliqué avec un sourire innocent que c'était la seule arme qu'elle avait trouvée à proximité. Elle a annoncé avec enthousiasme qu'elle ne perdrait pas cette partie et a juré qu'elle porterait l'équipe pour le reste du match, ce qu'elle a rencontré avec sarcasme et scepticisme. Le match s'est terminé pour annoncer le résultat de l'équipe remportant la première place sur 50. Équipe où a réalisé 25 éliminations, tandis que Naon s'est contenté de cette élimination et 15 passes décisives. Il restait incrédule qu'il faisait réaliser 10 victoires consécutives et exprimait son extrême épuisement et son désir d'arrêter pour la journée. Alors, il a acquiescé à son opinion. Elle s'est dit qu'elle pensait qu'il était un étudiant normal, mais il s'est avéré qu'il était une arme humaine ambulante, et a décidé de l'entraîner dans le monde du streaming en direct quoi qu'il en coûte. Elle lui a demandé instamment d'attendre juste 2 jours avant de commencer sa mission principale, lui promettant de présenter une proposition de stream appropriée d'ici là. Et malgré sa tentative de clarifier son manque d'intérêt et qu'il n'avait pas prévu la mission principale à l'origine, elle l'a interrompu en insistant pour qu'il l'écoute plus tard et est parti rapidement. Il est resté seul à penser que l'expérience de combat du joueur ne lui avait pas donné les indices qu'il recherchait concernant l'autre monde. Plus tard, Swal était allongé dans sa chambre à parcourir le forum de la communauté du jeu qui s'enflammait en parlant du seigneur du piratage et de la nécessité qu'il devienne professionnel et d'autres commentaires faisant l'éloge du stream. Elle a regardé le nombre de vues qui dépassait un 0,0000 se demandant si elle reverrait un nombre comme celui-ci dans sa carrière. Elle souhaitait pouvoir continuer à streamer avec lui et s'en voulait de ne pas à l'avoir retenu davantage. Elle s'est souvenue de son refus catégorique de se soucier du streaming et a essayé de se convaincre que son refus n'était pas si tranché. Mais elle a admis à la fin qu'il avait été très ferme dès le début. Elle a décidé de vérifier les retours financiers du stream pour être choquée de voir le montant important qui avait été collecté. Le lendemain, Nayon a convoqué son collègue dans un café où il s'est interrogé sur la raison de la convocation soudaine pour qu'elle lui montre l'écran de son ordinateur portable, affichant un projet intitulé « Projet de streamer Baekuya et Zongon ». Elle lui a expliqué avec enthousiasme qu'il s'agissait d'une présentation qu'elle avait préparée toute la nuit pour le convaincre. Mais il a commenté avec sarcasme le piètre design se demandant si c'était la qualité du travail qui avait pris toute une nuit. Elle lui a rappelé sa condition précédente selon laquelle il n'avait aucune objection, tant qu'il ne ferait que jouer sans interagir avec les spectateurs et elle lui a demandé à son tour si la question deviendrait acceptable s'il n'avait pas apprêté attention au chat et qu'il jouait simplement. Alors il a nié son accord explicite expliquant qu'il n'avait pas dit que c'était bien mais qu'il ne faisait que discuter de l'hypothèse. Elle a proposé une idée alternative qui consiste à utiliser le format d'observation de la réalité. Elle lui a expliqué que ce format ressemble aux émissions de télé-réalité où le personnel s'assoit dans le studio pour regarder des images enregistrées d'autres personnes et les commenter. Elle a conclu sa présentation en suggérant qu'il se charge de jouer au jeu,
tandis qu'elle se charge de l'interaction et des commentaires entièrement. Elle a poursuivi ses tentatives pour le convaincre du projet de stream, suggérant d'embaucher un commentateur professionnel, s'il sentait que leur présence seule ne suffisait pas. Et lui a même offert un accord tentant de partager les revenus à 60 pour lui contre 40 pour elle, se demandant si cette offre était assez bonne. Mais il s'en est tenu à son refus catégorique, montrant son manque d'intérêt pour la question. Elle s'est rendue compte que son collègue ne comprend pas la valeur des revenus de streaming. Alors, elle lui a demandé s'il avait vérifié le règlement financier que la streameuse lui avait envoyé ce jour-là pour qu'il se souvienne qu'il avait reçu un courriel le matin, mais ne l'avait pas vérifié en raison de sa sortie précipitée. Il a ouvert son téléphone pour examiner le message reçu de Kangswal qui contenait le premier montant de règlement de 6 millions avec une note jointe, concernant un message de don intéressant, qui était également joint. Nayeon était stupéfaite par l'ampleur du montant, dénonçant comment il pouvait refuser le streaming malgré l'obtention de 6 millions, tandis que son attention se portait entièrement sur le message joint. Il a lu les messages de dons consécutifs d'une personne se faisant appeler spectateur anonyme, 62 qui a accueilli et lui a posé des questions sur son sentiment de retour à la réalité, lui disant qu'une nouvelle mission spéciale avait été préparée pour lui, qu'il regarderait son stream à partir de maintenant. S'est immédiatement rendu compte que cette personne sait qu'il est revenu de l'autre côté et que l'utilisation du nombre 62 dans le nom d'utilisateur est une référence explicite à lui en tant que sujet de test 62. L'anxiété et les questions l'ont dominé concernant l'identité de la personne qui connaît son secret et son retour. Il a donc demandé sérieusement à Néon si elle pouvait découvrir les informations du donateur, mais elle lui a expliqué l'impossibilité de cela en raison des lois sur la protection de la vie privée. Elle a ajouté qu'il ne peut pas non plus envoyer de messages directement au donateur, et que la seule façon d'interagir avec lui est pendant le live stream. Et à ce moment-là, il s'est décidé, et a décidé d'accepter de le faire. Il a annoncé sa détermination à streamer, ce qui a suscité son enthousiasme alors qu'elle lui demandait une confirmation et de ne pas reculer plus tard. Une annonce officielle a été faite au public du jeu, indiquant que le seigneur du piratage apparaîtra dans un stream personnel, intitulé Tourisme de piratage avec la participation du commentateur Chaseom Sheol et Jom Nayeon. Et le vendredi soir doré, tout le monde s'est préparé à passer un bon moment, alors que des joueurs enthousiastes se sont rassemblés devant leurs écrans avec un seul cœur. La communauté du jeu s'est enflammée d'anticipation et de questions sur le commentateur et son identité, tandis que le compte à rebours pour les 5 dernières minutes avant le début du stream commençait. Et dans le studio de diffusion à l'intérieur du monde de la planète inverse, la tension régnait dans l'atmosphère avant le lancement. Nayeon a exprimé son extrême tension tandis que le commentateur Chaseong Sheol a essayé de la calmer en confirmant que leurs préparatifs étaient complets. Cha, un commentateur expert dans le jeu, a admis qu'il était très nerveux lorsqu'il a reçu pour la première fois l'offre de participation et il a montré sa surprise de sa capacité à réserver au lien pour le stream. Alors, elle a ri nerveusement, se souvenant de la façon dont il a accepté immédiatement une fois qu'elle l'a demandé sans qu'il connaisse la véritable raison de son accord. Vite fait. Le direct est lancé, l'émission démarre et Néant ouvre le bal en saluant le public, puis Chat se présente à son tour. Le chat s'enflamme, bombardant de questions sur où est passé Wanen, réclamant sa présence. Du coup, elle calme le jeu en leur disant que ce n'est pas encore l'heure d'être déçu. Et là, Wanen apparaît, en plein milieu du jeu, sous les acclamations des followers, prouvant que ce n'était pas juste un titre pour faire du clic. Néant explique alors que cette tournée de piratage se déroulera sous la forme d'un commentaire en direct, où ils analyseront et donneront leurs avis en matant son gameplay, pour lequel le mode de confidentialité a été enclenché. Elle demande au public s'il est chaud pour que ça commence, après avoir bien fait monter la sauce sur son style de jeu. Elle lui envoie le top départ, et il reçoit aussitôt un message instantané sur son terminal sans fil, venant du bureau de gestion de l'autre monde, lui ordonnant de sauver les survivants et de se tirer de la forêt. Les détails de la quête principale s'affichent, il doit se faufiler entre les gardes pour trouver le sujet de test en fuite et rallier le bureau hors de la forêt, ce qu'il commente en disant que c'est exactement comme la dernière fois. Il se souvient que dans l'autre monde, il n'avait fait que fuir, mais cette fois, il décide de changer la donne. Il pousse un hurlement puissant pour attirer tous les ennemis sur lui. Les ennemis captent le son de son cri, et leur chef, en l'apercevant, hurle aussitôt d'ordonner une attaque coordonnée sur lui depuis 3 directions distinctes. Il plonge dans la mêlée, maniant son arme avec une dextérité folle pour esquiver leurs assauts, répétés. D'un ton glacial, il leur lance qu'ils vont tous y passer, tandis qu'il fait tournoyer son arme, semant une destruction massive. Les gardes déchaînent un déluge de balles sur lui, mais il parvient à tout bloquer et à esquiver avec des mouvements vifs et précis de son arme. Des hurlements de douleur s'échappent d'un des ennemis touchés. Un des gardes le traite d'imbécile pour être venu se jeter droit dans la gueule du loup,
pendant qu'un autre bugle l'ordre de l'abattre. Il se sert de son arme reliée par une chaîne pour agripper les ennemis et les ramener à lui. Il bondit dans les airs, utilisant son arme pour piéger ses adversaires, provoquant une collision brutale entre eux au milieu de leur plainte. Il poursuit son assaut sauvage, projetant ses ennemis violemment au sol, avant de leur retomber dessus, les achevant définitivement. Pendant ce temps, un des survivants, terrorisé, hurlant le traitant de foutu insecte et en balançant sa position. Dans le studio, Néant est visiblement sous le choc de ce qu'elle voit, tandis que le commentateur, Chat, fait remarquer que ce style de jeu n'a absolument rien à voir avec celui de la planète inverse qu'il connaît, soulignant que c'est la toute première fois de sa carrière qu'il assiste à un style de jeu pareil. Il ajoute que regrouper les ennemis comme ça, sans la moindre réflexion stratégique, est pour le moins bizarre, tandis que les followers commentent dans le chat, non sans sarcasme, que l'existence même du dieu du piratage est en soi une stratégie, et qu'avoir la flemme de chercher les ennemis, rend logique le fait de les faire venir à soi. Un don est apparu d'un spectateur se demandant si la compétence d'existence absolue est exagérément puissante, car elle n'a pas de temps de recharge. Néant a posé la question au commentateur expert qui la nie catégoriquement. Chat a expliqué que la plupart des compétences ont des temps de recharge et par conséquent la construction de Win qui repose sur des éléments de base sans temps de recharge peut sembler très forte. Le commentateur a continué à expliquer que l'existence absolue n'amplifie que les capacités physiques et n'améliore pas l'intelligence de combat ou l'efficacité des armes, rappelant à tous qu'il joue sans aucune correction du système. Et il a conclu son analyse que la performance impressionnante est due au fait qu'il est celui qui utilise la capacité et que, s'il possédait ces statistiques physiques dans la réalité, il se battrait de la même manière. La scène est revenue au jeu où les gardes ont crié sur la nécessité d'encercler la cible. Soudain, Kim Chaol, un chef d'équipe au bureau de gestion de l'autre monde, est apparu demandant à tout le monde de déposer leurs armes et de se rendre pacifiquement. Le bureau a été présenté comme un département gouvernemental responsable de la suppression des entités envahissantes, traversant les portes dimensionnelles. Et le texte a expliqué qu'il travaille principalement à détenir et à supprimer les entités dangereuses à l'intérieur du monde inversé où les dimensions se chevauchent. Wan a immédiatement reconnu Kim Cheol, surpris de le voir en tant que chef d'équipe à cet endroit et remarquant ses vêtements. Kim a réalisé qu'il était une victime s'échappant du laboratoire. Alors, il s'est excusé pour la grossièreté et a ordonné à ses hommes de se retirer, ce que Wo a accepté calmement. Le chef a remarqué l'appareil, sans fil dans sa main. Alors, ce dernier lui a dit qu'il l'avait obtenu d'un agent à l'intérieur du laboratoire. Kim a conclu que l'agent était mort et un note pour lui-même que le chef possède toujours le même bunker qu'il avait dans l'autre monde. Kim lui a demandé de rester au bureau de gestion jusqu'à ce que son identité soit confirmée pour éviter les cas d'usurpation d'identité par les affiliés du laboratoire. Alors, il a accepté et le chef l'a remercié en promettant de le guider. Le jeu a annoncé l'achèvement de la mission principale en rejoignant le bureau de gestion, et il a obtenu un nouveau niveau et un point de force, et le bâtiment du siège du bureau est apparu. Il s'est assis dans une pièce ressemblant à une salle de consultation à l'intérieur du siège, incrédule qui est fini ici. Il se souvenait de ses souvenirs après s'être échappé du labo dans l'autre monde où il acceptait des requêtes de société pour récolter des fonds pour se venger, y compris des assassinats et des kidnappings. Mais il a souligné que l'essentiel de son travail consistait en des opérations de suppression à l'intérieur du monde inversé. Il se souvenait de ses souvenirs de l'autre monde où les entreprises balayaient le monde inversé imprudemment en recherche de butin. Et quand elles ont trouvé ce butin inutile, elles lui ont refilé la mission de nettoyage, ce qui a inévitablement conduit à son implication avec le bureau de gestion de l'autre monde. Il a expliqué que sa relation avec le bureau était compliquée, car il coopérait parfois dans des opérations de suppression, mais à bien d'autres moments, ils s'affrontaient et pointaient leurs armes l'un sur l'autre avant qu'une voix ne le salue par son nom, coupant le fil de ses pensées. La conférencière s'est présentée comme Liu Jin, un agent de la première équipe du bureau de gestion de l'autre monde, tandis que les abonnés dans le chat interagissaient avec enthousiasme avec son apparence, louant sa beauté qui se classe parmi les meilleurs du jeu. Elle a accueilli avec des phrases polies, notant qu'il a traversé beaucoup d'épreuves pour arriver ici, ce à quoi il a répondu en la reconnaissant. Immédiatement, elle lui a offert 2 choix pour son avenir. La première est de vivre comme un civil sous la protection du bureau avec une interdiction stricte d'utiliser ses pouvoirs et la seconde est de rejoindre pour devenir un agent au bureau de gestion de l'autre monde. Et elle lui a expliqué que s'il choisit la deuxième option, il ne travaillera pas immédiatement comme un agent pleinement autorisé, mais suivra une formation appropriée et ne sera déployé sur le terrain que lorsqu'ils jugeront qu'il est prêt pour cela. Il a pensé à l'étrange ironie, où il tuait des agents du bureau dans l'autre monde, et maintenant il est devenu un collègue potentiel pour eux. Elle lui a demandé sa décision finale. Alors, il a commencé à répondre mais la diffusion s'est
coupé soudainement, déclenchant le ressentiment des abonnés qui ont exigé de ne pas s'arrêter ici. Au fond de lui, il réalisa que choisir une vie civile signifierait retourner, travailler comme mercenaire, pour des entreprises comme c'était le cas là-bas, un chemin qu'il ne souhaite pas répéter. De plus, sa curiosité concernant les affaires internes du bureau était un motif supplémentaire. Il a annoncé sa décision de rejoindre en tant qu'agent. Alors, Eugene a salué sa décision considérant qu'il leur serait d'une grande aide. Elle lui a révélé que les entreprises recrutent récemment des éveillés en continu, ce qui provoque une pénurie de personnel au bureau. Elle lui a chuchoté, en lui conseillant que beaucoup regrettent d'avoir signé avec des entreprises, confirmant qu'elle ne dit pas cela juste parce qu'elle est une agente du bureau. Elle a expliqué que les entreprises sont encore à leur début, dans la formation des éveillés, et manquent d'expérience et ne prennent souvent pas la responsabilité des accidents survenant pendant la formation, tandis que le bureau est considéré comme une organisation de longue date. Elle explique la différence entre l'expérience du bureau et les structures d'entreprise. Elle a ajouté que les salaires des entreprises pourraient être meilleurs, mais travailler avec elles est plus dangereux. Oui, c'est que de nombreux éveillés ont perdu la vie en exécutant des contrats d'entreprise dans l'autre monde, et il se souvient avec amertume que certaines entreprises ne lui ont pas payé ses cotisations à l'origine, ce qui l'a forcé à utiliser des méthodes extrêmes pour les forcer à payer. Il a noté que ces incidents sont ce qui a révélé son identité en tant que semi-éveillé au bureau et l'a mise sous surveillance pendant une période, se demandant s'il avait rencontré le manager Kim à ce moment-là. Eugene a commencé les procédures d'enregistrement de son dossier en tant qu'éveillé dans le système et lui a remis son téléphone de travail. Il lui a posé des questions sur la prochaine étape. Alors, elle a réitéré la période de formation probatoire et l'évaluation avant la promotion et l'affectation à une équipe. Elle a exprimé son espoir qu'il rejoigne son équipe, l'équipe 1, si possible ce qu'il souhaitait sincèrement. Il sentait qu'il lui devait encore des remerciements pour avoir mené le raid du laboratoire dans l'autre monde. Lui et ses collègues ont réussi à survivre malgré les affrontements qui se sont produits entre plus tard. Alors, il a décidé de dédier cela à elle et aux victimes. Alors qu'ils échangeaient une conversation amicale sur l'attente de travailler ensemble, les abonnés du flux ont remarqué quelque chose d'étrange et se sont demandé comment les PNJ pouvaient parler aussi naturellement. Les commentateurs ont souligné que les PNJ ne communiquent généralement pas de cette manière correcte et élaborée. Chaeon se demandait quelles étaient les options disponibles, alors qu'elle était choquée parce que le personnage de Lujin qu'elle avait rencontré était complètement différent de ce qu'elle voit. Maintenant, Cha réalisa la vérité choquante, c'est une technologie d'IA, entièrement réactive. Ce type d'IA a été défini comme étant capable de répondre complètement à toute situation, demander de communiquer librement. Contrairement aux PNJ traditionnels, il a souligné que cette technologie consomme des ressources massives et était considérée comme impossible à appliquer dans les jeux en ligne, se demandant s'ils avaient résolu le problème des ressources. Cha était en désaccord avec l'opinion de Nayeon, croyant qu'il s'agissait d'un œuf de Pâques caché et qu'autrement il n'aurait pas été caché comme ça, suggérant l'existence de conditions pour l'activer. Il a supposé que la condition minimale est de commencer avec un ratio d'amélioration nul dès le début, ce qui est la principale différence entre un joueur normal et un joueur qui paie pour gagner. Néon a conclu le flux confirmant que les forums exploseraient avec des discussions. Et Cha a exprimé son enthousiasme et son anticipation extrême pour l'annonce officielle de l'entreprise au point qu'il ne pourrait pas dormir dans la salle de diffusion. Néon a souligné qu'une personne profondément intéressée par l'histoire du jeu trouverait certainement la situation intéressante, faisant allusion à la possibilité d'inviter un grand invité à l'avenir. Puis elle s'est adressée au commentateur Cha, annonçant avec regret que la progression de l'histoire convenue pour aujourd'hui se termine ici, invitant le public à anticiper le prochain flux pour la terminer, et annonçant la transition maintenant vers le contenu PVP au milieu des objections du public. Est apparu dans la salle de préparation au combat, tout en remarquant que le spectateur anonyme 62 n'était pas encore apparu. Plus tôt, il a demandé à Néon de l'informer immédiatement si ce spectateur envoyait un don ou un commentaire, confirmant qu'il ne se souciait pas autant de la situation actuelle que de cela. Alors, elle a accepté, et il a décidé de terminer le flux étant donné qu'il n'y avait aucun contact de sa part. Il a envoyé un message indiquant qu'il était prêt. Alors, elle a annoncé la poursuite avec le segment PVP. Chan a noté que c'est la première fois que le joueur pirate subit un match officiel où le départ se fera à partir de la ligue normale. Le système de classement dans un verse planète composé de 8 rangs a été examiné où il faut gagner 10 matchs dans la ligue normale pour atteindre le rang de bronze. Cha a expliqué que les joueurs professionnels ont besoin en moyenne de 30 minutes pour y parvenir, tandis que les joueurs normaux mettent 2 SE, ce qui frustre les abonnés quant à leur niveau de jeu. Soudain, un nouveau message de mission est apparu demandant à Ouen d'atteindre le rang de bronze en 30 minutes,
en échange d'une récompense financière de 5,000,000 wands. Suscitant l'étonnement de Néon. Néon a envoyé un message à sa collègue, décrivant la mission comme incroyable, et se demandant s'il pouvait gagner 10 matchs en une demi-heure, tandis que les abonnés se demandaient si accepter le défi était de la confiance ou de l'arrogance, exigeant de la hâte. L'excitation a augmenté dans le studio, et elle a invité tout le monde à regarder jusqu'à la fin, tandis que le narrateur a souligné qu'il ne savait pas encore ce qui les attendait. Le système de jumelage a réussi à trouver un match solo normal dans le quartier résidentiel de la zone 6 et le premier tour commencera dans les 10 secondes. Chat a exprimé sa surprise lorsqu'il l'a vu utiliser une arme qu'il n'avait jamais vue auparavant et il a analysé la situation, se demandant s'il s'agissait d'une construction à courte portée, notant la possibilité d'un contrôle total s'il maintenait la distance. Le premier tour a commencé, et Chat s'est demandé si l'adversaire avait sous-estimé Oyun, tandis que l'adversaire a commencé à activer la compétence d'explosion de glace. Des traits de choc et de terreur sont apparus sur le visage de l'adversaire, et le premier tour s'est terminé rapidement. Avec un gagnant, le tour suivant a commencé immédiatement. Mais l'adversaire s'est rendu dès qu'il l'a vu le décrivant comme un autre compte Smurf. Alors, il a gagné le match dans le deuxième match à utiliser son étrange arme, tandis que l'adversaire a crié de choc lorsqu'il a constaté qu'il avait bloqué sa lance d'ombre. Le visage de Chez l'adversaire est apparu criant de douleur. Et le deuxième match s'est terminé avec sa victoire sur le joueur Melon Bread avec un score de 2-0. Le troisième match a été lancé contre un joueur portant un uniforme de taekwondo et s'est terminé rapidement avec la mort de l'adversaire, le cochon d'un mangeur de foin, et sa victoire 2-0. La série de victoires s'est poursuivie alors que le record a montré sa victoire dans les 4, 5, 6 et 7 matchs avec de légères différences de temps et des résultats écrasantes. Chat a été choqué parce qu'il a fallu très peu de temps à Ouyin car il a remporté 10 victoires consécutives en seulement 20 minutes et a été promu au rang de bronze. Néant a exprimé sa fascination extrême, tandis que les abonnés ont ressenti la vaste différence de niveau, décrivant la performance comme folle et battant les records professionnels. A souligné que le temps record est incroyable, mais la chose la plus importante et la plus impressionnante est le record du match lui-même. Chat a expliqué que la performance fluctue généralement si le match est défavorable ou dangereux, notant la difficulté de faire face à une construction de feu spécifiquement. Maison a fait face à n'importe quelle construction avec une performance parfaite et sans aucune fluctuation tout au long des matchs. Un nouveau don de 500 000 secondes est arrivé de Pomme de Pain. Alors, Néant l'a remercié, tandis que Chat a montré sa curiosité et son anxiété de voir sa performance dans les prochains matchs classés. Néant se demandait quelle était la raison de la difficulté du sniping et du streaming. Pour Chad, expliquer que tenter de se synchroniser avec le timing d'un joueur spécifique pour entrer dans le même match pourrait être une affaire très difficile étant donné la nature du streaming en direct. Bien que la probabilité de succès ne soit pas élevée, il espérait que l'affaire n'était qu'une inquiétude inutile. Les spectateurs décrivent cette conversation comme un présage de malheur pour ce qui s'en vient. Le système a réussi à trouver un match classé solo dans le cimetière de la zone 11. Et dès l'entrée, quelqu'un a crié en annonçant qu'il avait trouvé sa cible. Le joueur, avec des cheveux orange et des lunettes, est apparu décrivant au lien comme le bâtard fronté qu'il a finalement rencontré, déclarant que le moment de réhabiliter le pirate est venu, suscitant le choc des abonnés qui se demandaient avec étonnement comment le sniping s'est produit dans le premier match classé, tandis que d'autres ont souligné que c'est un comportement habituel de ces joueurs, même s'ils n'appartiennent pas à l'entreprise. Chat a indiqué qu'il ne serait pas entraîné dans ces provocations, car il avait été auparavant conseillé d'ignorer complètement de telles situations. Et tandis que Nayon regarda nerveusement, son adversaire a commencé le premier tour avec un cri retentissant et une explosion d'énergie massive. L'adversaire s'est précipité de toutes ses forces vers lui pour mettre fin au combat avec un seul coup de grâce. L'adversaire a volé dans les airs en criant des malédictions, tandis que les commentaires se moquaient de son incapacité à porter un coup malgré ses promesses précédentes, se demandant sarcastiquement à qui on apprend une leçon maintenant après que leur attente de regarder un match fort est échouée. Wen a dirigé son attaque d'épée balayante, faisant recalculer les abonnés qui faisaient confiance à l'adversaire, et il a exprimé son regret d'avoir perdu son temps à regarder cette performance décevante. Le premier tour s'est terminé avec sa victoire 1-0 sur le joueur inconnu qu'il a traité de monstre tout en saignant. Le système a annoncé le début du deuxième tour immédiatement dans les 10 secondes dans la même arène de cimetière. L'adversaire a ressenti de l'embarras et du désespoir de perdre à nouveau. Alors, il a décidé de recourir à cette astuce en dernier recours pour éviter la perte. Le deuxième tour a commencé au milieu d'une atmosphère chargée où a remarqué quelque chose d'étrange chez son adversaire qui était entouré d'une aura d'énergie. Il sentit que l'atmosphère entourant la bataille avait changé de manière notable. Il évalua remarquant que l'aura
de l'adversaire était devenue plus tranchante et plus lourde qu'avant, et analysa ses mouvements qui devinrent très efficaces et lui rappelaient le style d'Havel. L'adversaire rit follement en annonçant que Willan l'avait enfin compris, affirmant qu'il avait été indulgent avec lui au premier tour exprès. Il se souvint alors que c'était ce que signifiait pour l'adversaire être un hacker ou un provocateur, retrouvant sa mémoire de la situation et invoqua dans son esprit le conseil de Néon, qui lui demanda de les écraser complètement et d'écraser leur ego. L'adversaire remarqua que l'atmosphère changeait soudainement autour de lui, mais se rassura car il possédait un avantage écrasant, qui ne demandait aucune crainte. L'adversaire cria avec colère, en lui demandant de ne pas faire semblant d'être cool alors que ce dernier parait son attaque froidement. Il lança une violente contre-attaque, faisant hurler de douleur l'adversaire et le traitant de bâtard. Des cris de douleur sévères de l'adversaire alors qu'il recevait des coups. L'adversaire maudit sa malchance en tombant au sol. Tout le monde se demandait avec étonnement ce qui se passait tandis que Néon confirmait la véracité de ce qu'il voyait. La commentatrice Cha remarqua qu'il évitait de porter le coup de grâce exprès, malgré de nombreuses occasions et elle confirma que le dieu de la et mécanique exécutait ses conseils à la lettre. Elle admit nerveusement qu'elle lui avait demandé de l'écraser mais elle ne s'attendait pas à ce résultat brutal. Ce qui fit que les followers la surnommèrent la femme effrayante qui a créé un monstre et s'interrogèrent avec crainte sur le prochain conseil qu'elle pourrait offrir. L'adversaire vaincu était assis par terre, se demandant avec terreur l'identité de cette personne devant lui, tandis qu'il se tenait au-dessus de lui froidement, pointant son épée vers lui. Il lève son épée en adressant son discours à son adversaire, terrifié, annonçant qu'il rendra ces mots qu'il a dit plus tôt, puis à l'épée pour y mettre fin. Le jeu annonce la fin du 2 tour avec une victoire écrasante pour Bikoa avec un score de 2-0 sur le joueur inconnu pour être couronné vainqueur final du match. Après cela, il continua sa série de victoires avec un élan imparable remportant victoire après victoire dans les matchs normaux et les duels brisant la barrière des 30 victoires consécutives en un temps record. Dans le studio de commentaires, Nayon était stupéfaite de le voir atteindre déjà le rang tout en exprimant son choc de le voir atteindre un record de 30 victoires consécutives lors de son premier stream, ce qui fit retenir leur souffle aux followers, se demandant si c'est ce qu'on appelle du smurfing et ce qu'il mangeait pour devenir aussi fort. Les followers dans le chat lui demandèrent instamment de leur enseigner la configuration de son personnage. Alors, elle hésita au début car la plupart des joueurs hésitent à révéler leur secret mais elle décida de le lui demander. Elle lui envoya un message timidement lui demandant la possibilité de révéler la configuration tout en soulignant sa liberté de refuser. Mais il accepta en disant simplement pourquoi pas. Déclenchant son étonnement et sa joie, elle annonça aux spectateurs que le dieu de la mécanique révélerait sa configuration et qu'elle l'organiserait et la publierait sur le forum de la communauté après le stream, déclenchant une vague d'étonnement parmi les followers, qui ne croyaient pas qu'un joueur avec cette confiance révélerait ses secrets sensibles. Le temps pressant, elle et Cha dirent au revoir aux spectateurs avec une révérence de remerciement, annonçant la fin du long. Après que les caméras se soient éteintes, Cha décrivit ce qui s'était passé comme de la folie, pointant vers que l'IA entièrement adaptative, la série de victoires et la révélation de la configuration, prédisant que les forums de la communauté s'enflammeraient en parlant d'eux. Elle demanda au commentateur Chassel était le record actuel du plus grand nombre de victoires consécutives. Alors, il lui expliqua que le record était détenu par le joueur Butler avec 66 victoires obtenues lors de la montée de niveau de son compte alternatif. Elle souhaita que Wayun puisse battre ce record confirmant sa confiance qu'il en est capable. Cha nota que Butler est connu pour son extrême compétitivité et pourrait avoir déjà commencé à regarder le dieu de la mécanique. Entre-temps, un post se répandit sur la communauté du temps inversé révélant la vérité sur le joueur qui avait essayé de sniper Wii1, expliquant qu'il avait été banni définitivement pour avoir utilisé des programmes non autorisés. Aux commentaires se moquaient de l'ironie où le sniper prétendait donner une leçon au hacker alors qu'il était le vrai tricheur et soulignèrent avec étonnement qu'il avait réussi à l'écraser même en sachant qu'il utilisait un hack, prouvant ses super compétences. Les utilisateurs comment qu'il possède un A physique, une compétence naturelle lui permettant de vaincre les tricheurs et que même Butler n'aurait pas été capable de faire cela. Ailleurs, le joueur professionnel Butler regardait ce qui se passait via son écran, et commenta en disant « C'est intéressant ». Quelques jours passèrent. Et le deuxième stream commença où Wen se tenait dans une forêt réalisant que le spectateur anonyme 62 n'était pas apparu dans le stream précédent et se demanda s'il manquait encore quelque chose. Lugin apparut à nouveau. Alors, les commentaires explosèrent, louant sa beauté et son IA avancée, la décrivant comme méritant d'être parmi les 3 PNJ les plus populaires. Eugène lui demanda s'il était nerveux à propos de sa première mission sur le terrain. Alors il répondit brièvement. Il allait bien. Une nouvelle fenêtre de mission apparut lui demandant de porter la combinaison de combat et de se diriger vers l'endroit spécifié. Alors, il pensa qu'un agent stagiaire obtenant une
aux missions sur le terrain immédiatement est une bonne chose, car cela lui évite l'entraînement grâce au fait d'être à l'intérieur d'un jeu. Il demanda la nature de la mission. Alors, expliqua qu'ils doivent exterminer complètement les entités envahissantes à l'intérieur du monde inversé et scellerer l'endroit, notant des rapports de potentiel déchaînement par ces entités. Ils arrivèrent à une usine abandonnée, où il remarqua que c'était un autre site abandonné par les corporations et Eugène confirma qu'il quitte ces endroits, implicitement car les entités sont parfois utiles. Elle soupira de tristesse en disant que les corporations suscitent le chaos puis se mettre de côté lorsque le profit est absent, ce qu'il approuva en réalisant que les actions des corporations sont similaires dans les deux mondes. Elle expliqua que les entités envahissantes cette fois sont de type insecte, de petite taille, et de faible danger. Mais leur grand nombre rend leur traitement ennuyeux. Le sergent Park Jae-hoon les reçut à la porte, effectuant un salut militaire demandant s'ils étaient éveillés affiliés au bureau de la direction. Eugène confirma cela et le remercia pour son dur lore. Alors il les autorisa à entrer. Une fois qu'ils sont entrés, vit une énorme porte, néon au milieu de l'usine abandonnée, et commenta que c'était la première fois qu'il voyait une porte apparaître dans un endroit comme celui-ci. Il fixa la porte intensément, remarquant qu'elle lui semblait familière. Il se souvint avoir vu cet endroit dans le monde infernal aussi, mais il était sûr que la porte là-bas était de taille moyenne, pas petite comme elle apparaît maintenant. Et alors qu'il était sur le point d'entrer, il se demanda s'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Alors, un autre personnage apparut se moquant avec la phrase « Oh mon Dieu, regardez qui est là !» Choi Young-cheol, l'éveillé affilié à Gumshin Electronics, apparaît demandant avec un sourire sarcastique la raison de la présence de l'agent senior Lee Hyojin dans un site d'extermination à petite échelle comme celui-ci. Il s'approche d'eux, affirmant sa surprise de voir son site de mission chevaucher le sien. Hyojin remet en question son discours, soulignant qu'ils ont abandonné ce site précédemment et affirme maintenant que c'est une mission, l'accusant de planifier quelque chose, mais il se la affirmant que cette accusation blesse. Sentiment, il se tourne vers Ruan, demandant si c'est un employé débutant qui a rejoint le bureau récemment et lui adresse son discours, suggérant qu'il rejoigne une corporation, au lieu de souffrir inutilement dans le bureau de tête. La direction. Hyojin intervient brusquement l'avertissant de ne pas franchir les limites plus loin. Choi lève la main se rendant faiblement lui disant qu'il lui concédera ce monde inversé pour qu'elle s'en occupe. Il quitte l'endroit leur souhaitant bonne chance dans leur mission. Wei-Yin demande l'identité de cette personne. Alors, Hyojin lui dit tout en se sentant faible en sucre dans le sang qu'il était le premier agent stagiaire dont elle s'est occupée. Elle explique qu'après avoir été débauché par une corporation et être parti, il a commencé à répandre des rumeurs malveillantes sur le bureau de la direction. Puis elle lui offre des bonbons. Les commentateurs interagissent avec cette scène avec étonnement, notant que c'est la première fois que les détails de la relation entre Lojin et Choi Jung-gol sont révélés aussi clairement car l'affaire était généralement sautée. Chaque commande que il y a entièrement adaptative offre une histoire plus large suggérant la probabilité d'histoires cachées existant dans la société de la planète Terre. Yogan suggère d'arrêter les discussions sombres et d'entrer. Alors est d'accord avec elle. Une fois qu'ils ont traversé la porte et ont disparu, Choi apparaît, regardant leur entrée et commentant qu'ils sont entrés, puis se demande avec un sourire malicieux s'ils devraient commencer l'opération maintenant. Après 20 minutes, la scène se déplace à l'intérieur du monde inversé. Wan apparaît s'essuyant la bouche avec sa main et se tenant au-dessus des restes d'une bataille. Il se souvient du moment où ils se sont tenus devant le couloir menant au monde inversé avant d'entrer, où il remarqua alors que l'endroit était exactement identique au monde de l'autre. Un côté. Soudain, Hyojin détecta un problème et appela le rookie bruyamment et cria l'avertissant de faire attention alors qu'elle était repoussée par une force mystérieuse. Il se retrouva seul dans la forêt, regardant autour de lui, se demandant s'il avait été séparé d'elle. Il considéra l'effondrement du couloir dû à des chocs externes comme un événement courant et décida de s'occuper d'abord des araignées qui commencèrent à apparaître avant de la chercher. Il dégaina sa dague avec ses yeux brillants dans l'obscurité, se préparant à se battre. Ailleurs, Hyojin déclencha la compétence de propagation du tonnerre pour abattre les ennemis l'entourant. Mais elle remarqua avec agacement que les monstres continuaient d'affluer sans cesse, peu importe combien elle en tuait. Et elle réalisa que la taille de Poimindin, la forêt semble plus proche d'un monde inversé à moyenne échelle, pas petit comme on leur avait dit. Elle soupira, avec suspicion se confirmant qu'il se passe quelque chose de louche. Elle espéra que le rookie allait bien tandis que Choi apparut derrière elle attaquant avec une lance de feu. Elle se tourna sous le choc en criant quoi ? Voyant l'attaque perfide venir vers elle, Choi sarcastiquement, déclenchant son choc alors qu'elle s'interroge avec étonnement sur la raison de sa présence dans cet endroit. Et tandis que son bras s'enflamme de feu, il lui répond avec un sourire rusé, suggérant de considérer l'affaire comme une simple mission secrète. Il se précipite vers l'attaquant et lui dit qu'il ne fait que suivre les ordres,
lui demandant de ne pas lui en vouloir trop. Elle décrit son discours comme un non-sens, mais réalise en même temps que sa blessure est très profonde. Elle décide qu'elle doit s'échapper de l'endroit pour le moment. Elle utilise ses capacités pour créer une barrière défensive puis provoque une explosion pour distraire l'ennemi. Scholl sur ses camarades en leur ordonnant de la poursuivre. Eugène crée une lance à partir de sa compétence d'éclair et la lance en direction des poursuivants, provoquant une explosion tonitruante lui, donnant la chance de s'échapper. Choi réprimande son collègue, en le maudissant d'avoir échoué à intercepter sa trajectoire. Les soldats se réprimandent mutuellement pour avoir perdu sa trace et leur chef ordonne de ratisser la zone. Avant immédiatement. Hyojin se cache dans un terrier de 1000 pattes, se disant que sans ce terrier, elle aurait de gros ennuis, se demandant tant quelle est la nature de la conspiration que la société est en train de tisser. Pendant ce temps, des disciples regardent ou massacrer des ennemis d'un seul coup, notant qu'il en a déjà éliminé des douzaines. Il sent soudain la présence de Lugin dans les environs et réalise que quelque chose de mauvais lui est arrivé. Il entend clairement sa voix et voit des traces de combat. Il se lance à la vitesse de l'éclair en traversant la forêt. Il trouve un énorme insecte 1000 pattes enroulé autour de l'impuissante Yuge. Alors que les disciples dans le chat se demandent pourquoi elle a perdu face à de simples insectes et comment il connaissait son emplacement avec une telle précision. Il bondit avec son arme en coupant le monstre. Il tient Eugene alors qu'elle gémit de douleur. Il atterrit avec elle sur le sol en s'enquérant de son état. Alors elle le reconnaît avec difficulté. Il analyse la situation réalisant que quelqu'un de son habileté ne peut pas être vaincu par des insectes comme ceux-ci, et conclut que ses blessures sont le résultat d'une capacité spéciale. Il se confirme que l'éveillé capable de faire cela dans ces circonstances n'est qu'une seule personne. Il lui demande directement si l'auteur est Choi Young Chaol. Alors elle répond par l'affirmative. Il réalise que Choi les a suivis à l'intérieur immédiatement après leur traversée. Dans le studio, Néon et le commentateur chat montrent leur extrême surprise en expliquant que Choi tend généralement son embuscade beaucoup plus tard dans le scénario lié à la société, et que ce qui se passe est désormais étrange et suspect. Il se demande si cette transformation est le fruit de son pouvoir entièrement adaptatif, ce qui tisse une intrigue cachée et passionnante. Le plan se resserre sur Eugene, qui lui confie qu'elle a tout juste réussi à capacité révélera sa position. Il lui demande de se cacher un instant jusqu'à ce qu'il soigne ses blessures et aille s'occuper de l'affaire, suggérant qu'elle s'échappe d'abord. Elle rejette fortement sa suggestion d'affronter Choyel, expliquant anxieusement qu'il est un vétéran éveillé et qu'un novice comme lui ne peut pas s'en occuper, mais il la rassure calmement, en disant que tout ira bien. Il annonce avec confiance qu'il a un plan pour gérer la situation, alors qu'elle reste inquiète et sceptique quant à sa capacité à faire face à cette menace. Peu de temps après, des soldats ennemis apparaissent dans la forêt à la recherche de Eugene, où Choi s'interroge avec agacement sur l'endroit où elle s'est cachée. Il ordonne à ses hommes de fouiller le long de la vallée, jugeant qu'elle n'est pas allée loin à cause de sa blessure, et décide de descendre pour chercher lui-même la cible. Il aperçoit quelque chose qui bouge vite dans l'obscurité, ce qui attire son attention. Il est surpris de voir une personne apparaître soudainement devant lui, et l'attaque rapidement. Alors, cette personne crie en bégayant et en lui demandant d'attendre. Il réalise que la personne en face de lui est le bleu qui accompagne Eugene. Alors, il sourit malicieusement en disant qu'il a été sauvé par l'apparition de cette cible facile. Yen fait semblant d'être confus et effrayé, affirmant que le couloir s'est effondré soudainement, entraînant sa séparation de Hyojin et demande au chef avec une innocence feinte s'il sait ce qui s'est passé. Les disciples dans le chat commentent avec sarcasme et admiration ses incroyables talents d'acteur, prédisant une fin tragique pour Choi qui s'est laissé prendre au piège. Choi exploite son apparente naïveté et lui demande d'un ton condescendant s'il ne sait vraiment pas ce qui se passe, puis s'approche de lui lentement, en affirmant qu'il va lui expliquer ce qui s'est passé. Il lui dit d'un ton voilé, menaçant qu'il pourra bientôt rencontrer Hyojin, après avoir fait une petite sieste faisant allusion à son intention de le tuer. Et alors qu'il s'approche pour porter son coup perfide, Wei qui attendait ce moment précis pour exécuter son plan, se prépare et dirige une contre-attaque contre lui lorsque Choi s'approche de lui. D'accord, c'est la fin de l'histoire. Merci d'avoir regardé. À la prochaine.